Le changement réel n'arrive jamais par accident ni par des coups de chance, et survivre une année de plus ne signifie pas que tu as progressé. Il y a une vérité inconfortable que beaucoup préfèrent ignorer. Ta vie ne se transforme pas par des promesses publiques, mais par les habitudes que tu entretiens dans la solitude, quand personne ne te regarde. On nous a vendu l'idée qu'il suffit de désirer ou de décréter un avenir différent, mais 2026 ne t'attendra pas et n'aura pas de compassion si tu arrives aussi faible, distrait ou amer qu'auparavant. Si tu ne trains pas ton caractère, si tu ne maîtrises pas tes émotions, si tu ne mets pas d'ordre en toi-même, alors ta réalité sera la conséquence inévitable de ce que tu tolères en privé. Il ne s'agit pas de se motiver avec des phrases vides, mais de reconnaître le prix psychologique de ne pas prendre de décision ferme. Chaque jour que tu retardes ta croissance, tu augmentes la dette intérieure que tu devras payer plus tard, et la vie facture toujours des intérêts élevés. Le stoïcisme et la foi authentique ne promettent pas une existence facile, mais ils offrent des mécanismes pour résister, reconstruire et choisir ta réponse face à l'adversité. Si tu veux arriver en 2026 avec un but et une conscience, tu dois cesser de négocier avec tes excuses et commencer à construire une base intérieure qui ne dépende pas du climat extérieur. Personne ne viendra te sauver de toi-même. Ce que tu fais en privé définit ce que tu vaux en public. 1. Construisez des habitudes avant de rechercher des résultats. La vérité est celle-ci. Vous ne construirez rien de durable tant que vous resterez obsédé par des résultats immédiats. Si votre premier geste chaque matin est de vérifier combien votre vie a changé depuis hier, vous avez déjà perdu. On vous a vendu l'idée que la transformation se mesure par l'impact visible, par les chiffres, par les applaudissements, par la sensation de progrès instantané. Mais c'est faux. La réalité est beaucoup plus inconfortable. Ce qui compte, c'est ce que personne ne voit, ce que vous répétez chaque jour, même si cela ne vous apporte aucune récompense rapide. Les résultats sont la conséquence inévitable de ce que vous faites en privé, quand personne ne vous surveille, quand vous n'avez personne à impressionner ni de qui vous cacher. Le problème, c'est que la plupart choisissent de vivre piégés dans l'anxiété du résultat, sautant d'objectif en objectif, comme si le simple fait de le désirer ou d'essayer quelquefois suffisait. C'est l'auto-tromperie du débutant. Confondre l'enthousiasme avec le changement réel, confondre l'intention avec l'habitude, confondre le rêve avec la discipline quotidienne. Ce n'est pas un manque d'information, c'est un manque de volonté pour supporter le vide entre l'action et le résultat. Et ce vide se remplit presque toujours d'excuses, de procrastination et de ce désir toxique de gratification immédiate. Crois-tu vraiment que ta vie va changer parce qu'un jour tu t'es senti inspiré? Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a jamais fonctionné ainsi. Je te le répète. D'abord, tu construis l'habitude. Ensuite, les résultats apparaissent. Tu veux de la force, mais tu fuis l'entraînement constant. Tu veux de la paix, mais tu ne supportes pas le silence inconfortable de ton propre esprit. Tu veux un but, mais tu refuses l'inconfort de la constance. Il n'y a pas de raccourci. Le résultat n'est jamais la cause, c'est l'effet. Ce qui importe, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde, pas ce que tu publies ni ce que tu prêches. Le véritable caractère se forge dans la répétition, dans la routine qui semble insignifiante, dans cette série de petites décisions qui ajoutent ou retirent à ta vie réelle. Les habitudes sont la structure invisible de ton destin. Cette phrase, tu dois la garder à l'esprit chaque jour, surtout lorsque tu te surprends à chercher des excuses pour ne pas faire ce qu'il faut. Les personnes faibles abandonnent parce qu'elles ne voient pas de changements immédiats. Elles renoncent parce qu'elles n'ont pas compris que la véritable transformation est un processus lent, presque imperceptible, inconfortable et souvent solitaire. Ce qui te freine, ce n'est pas le manque de capacité, mais le manque de discipline pour soutenir l'effort sans avoir besoin d'applaudissements ni de promesses de succès à court terme. Chaque fois que tu choisis de sauter une action minimale parce que aujourd'hui ça ne fait pas de différence, tu accumules une dette envers toi-même. Une dette qui se transforme ensuite en frustration, en ressentiment.
en ce sentiment amer que rien ne change et que tout pèse plus lourd. Le stoïque et l'homme de foi s'accordent sur ce point. Ta vie se définit par ce que tu soutiens jour après jour, pas par ce que tu rêves dans l'euphorie d'un moment. Ce que tu sèmes en secret, tu le récoltes en public, mais il faut être prêt à semer même s'il n'y a pas de signe de germination, même si tout semble identique. Si tu ne supportes pas la lenteur de la croissance, tu ne mérites pas non plus la solidité des résultats. Ne négocie pas avec ta discipline, fais ce que tu dois faire. C'est la seule formule. Arrête de mendier des changements spectaculaires et commence à respecter les petits engagements. Ton caractère se fracture ou se renforce dans les détails que tu décides d'ignorer ou de respecter. Si tu espères que l'année 2026 sera différente, lâche la soif de résultats immédiats et commence à entraîner la constance, même si ça fait mal, même si personne ne le remarque, même si ça semble qu'il ne se passe rien. Parce que là, dans cet effort silencieux et obstiné, commence vraiment la transformation. 2. Sépare ta valeur de tes circonstances. Tu te lèves, tu vérifies ton téléphone et avant même que la journée ne commence, tu as déjà laissé ton humeur être influencée par la nouvelle que tu as lue, le commentaire que quelqu'un a fait sur toi, la facture qui est arrivée ou le message qui n'est pas apparu. Tout cela se produit dans les premières minutes du matin, presque sans que tu t'en rendes compte. Tu ressens cet élan de te sentir moins si les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, ou de te gonfler si le monde t'applaudit ou te donne raison. Si la journée commence bien, tu te crois précieux. Si elle commence mal, tu te sens un fardeau. Et là se trouve l'erreur que tu répètes sans t'en apercevoir. Tu remets le contrôle de ta valeur à des facteurs que tu ne peux pas seulement contrôler, mais qui changent chaque jour, parfois chaque heure. Tu as appris à associer qui tu es à ce qui se passe à l'extérieur, comme si ta dignité était en jeu chaque fois que le monde tourne. Peu de choses t'épuisent, autant que ce piège mental. Parce que tu vis sur la défensive, mesurant ton importance par les réussites, la reconnaissance extérieure ou, pire encore, par l'absence de problème. Ainsi, chaque obstacle devient une menace personnelle, chaque critique un jugement, chaque contretemps une preuve de ta prétendue insuffisance. Mais la vérité est qu'aucune circonstance n'a le pouvoir de définir ta valeur réelle. Ce qui t'arrive n'est que le contexte, pas la mesure de ton être. Lorsque tu t'identifies à la crise ou au succès, tu deviens un otage émotionnel de ce que tu ne peux pas contrôler. Tout t'affecte trop parce que tu n'as pas établi de frontières internes claires entre ce que tu es et ce que tu traverses. Chaque fois que tu laisses une mauvaise nouvelle ou un regard d'autrui te démoraliser, il y a derrière une croyance plus profonde, que tu ne vaux que lorsque tout est en ordre, lorsque les choses se passent comme tu l'as prévu, lorsqu'il n'y a ni échec ni déception. Mais cette idée est une condamnation à l'anxiété et à la frustration. Le mécanisme est subtil. Tu cherches constamment validation, approbation, tout signe que tout va bien. Et tu te punis lorsque l'environnement ne répond pas comme tu le souhaites. Le résultat est une vie où il te manque toujours quelque chose, ou où tu crains toujours de perdre ce que tu as. Une vie où tu confonds l'estime de soi avec le résultat immédiat. C'est là que commence la véritable fracture interne. Séparer ta valeur de tes circonstances est un exercice de brutale honnêteté. Cela exige que tu t'observes sans filtre, que tu reconnaisses combien de fois tu as agi uniquement pour éviter de te sentir moins, combien de fois tu as cessé d'essayer par peur du rejet, combien de fois tu as laissé un mauvais jour te faire douter de toi-même. Comprendre cela ne signifie pas devenir indifférent ni nier le poids de ce qui se passe, mais apprendre à mettre chaque chose à sa place. Ce qui t'arrive parle du monde, de la vie, des variables externes. Ce que tu es dépend de la manière dont tu choisis de répondre, de la dignité avec laquelle tu te soutiens, même lorsque personne ne te comprend ou ne te reconnaît. Tu n'es pas le solde de tes comptes, ni le résumé de tes erreurs, ni les applaudissements que tu reçois. Tu es ce que tu soutiens en silence lorsque le reste du monde ne regarde pas. Il faut cesser de demander à l'environnement de confirmer ta valeur. Il faut cesser de négocier ton estime de soi avec les hauts et les bas du quotidien.
Ta valeur est un point fixe, pas une monnaie qui se négocie selon la marée. Lorsque tu le comprendras vraiment, tu cesseras de vivre sur la défensive et tu commenceras à agir depuis la conviction, non depuis la peur. La seule approbation dont tu as besoin est celle que tu te donnes lorsque tu sais que tu as agi avec intégrité, même si personne ne le remarque. C'est la ligne que tu ne dois pas franchir. Ne vends jamais ta dignité pour un peu de tranquillité momentanée. La valeur personnelle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la force intérieure avec laquelle tu soutiens tes principes lorsque personne ne te remercie. Choisis d'être maître de toi, pas esclave des circonstances. 3. Maîtrise tes émotions, ne réagis pas par impulsivité. Je confesse quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai laissé mes émotions décider pour moi plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Il est inconfortable de découvrir qu'en dépit de toute la théorie, du contrôle de soi que l'on prêche en public, il suffit d'un geste malheureux, d'une nouvelle inattendue, d'un mot mal placé pour que l'esprit se dérègle et que le corps agisse avant de penser. Il existe un mécanisme automatique presque invisible qui déclenche des réponses. Au moindre contact avec l'inconfort, le tempérament prend le gouvernail. Et le pire, c'est que le dommage n'est presque jamais immédiat ni scandaleux. Il s'accumule plutôt subtilement, comme une dette émotionnelle qui, jour après jour, te vole de la clarté et de la force. Chaque fois que tu réagis sans filtrer ce que tu ressens, tu remets un peu de ton pouvoir. Je te l'assure, maîtriser tes émotions n'est pas les réprimer ni les nier, mais apprendre à ne pas leur obéir aveuglément. Tu n'es pas ce que tu ressens à un instant donné, tu es ce que tu décides de faire avec ce que tu ressens. Si tu prends le temps d'observer la racine de la plupart de tes trébuchements, tu verras qu'il y a presque toujours un schéma. D'abord surgit une émotion intense, colère, peur, honte, frustration, et ensuite la réaction automatique, cette action impulsive qui semble inévitable et qui a souvent des conséquences disproportionnées. L'impulsion est un raccourci mental, une façon rapide et primitive de te protéger, mais dans la vie adulte, elle finit presque toujours par être un filtre déformé qui te fait surréagir ou te défendre contre des dangers qui n'existent plus. C'est ici que l'esprit doit intervenir. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace, même s'il est petit, où tu peux choisir. C'est le territoire de la véritable liberté. Rester là, même 5 secondes, est l'entraînement le plus exigeant et le moins spectaculaire de tous. Personne ne le voit, personne ne l'applaudit. Mais c'est là que se définit ton caractère. La plupart des gens vivent convaincus que « c'est comme ça que je suis » est une justification suffisante pour toute réaction. Mais cette résignation est une concession dangereuse. Elle t'exempte de changer et te confine dans un cercle répétitif de culpabilité et de justification. Si ton objectif est de grandir et de te maintenir avec force jusqu'en 2026 et au-delà, tu dois cesser d'être l'otage de ta propre biologie. Nomme l'émotion, ne t'identifie pas à elle, reconnais l'impulsion, mais n'obéis pas automatiquement à son mandat. La maîtrise émotionnelle n'est pas un état permanent, ni un accomplissement définitif. C'est une décision qui se répète chaque jour, à chaque interaction, à chaque désagrément qui surgit sans prévenir. Il n'est pas surprenant que les stoïciens aient tant insisté sur la pause. La pause est l'interrupteur entre la réaction animale et la réponse consciente. L'émotion n'est pas le problème. L'obéissance aveugle à elle, oui. Gravez cette phrase dans ton esprit. Le coût de vivre en réagissant est élevé. Relations fracturées, mots que tu ne peux pas retirer, opportunités perdues parce que tu as préféré le soulagement immédiat à la vision à long terme. Agir par impulsion, c'est hypothéquer ton avenir pour un soulagement très bref. L'inverse, maîtriser tes émotions, est une habitude qui se cultive chaque jour, surtout dans le quotidien. Quand tu choisis le silence au lieu de l'explosion, quand tu respires avant de répondre, quand tu décides de ne pas céder à la plainte automatique, c'est là que tu t'entraînes.
Cela ne signifie pas t'anesthésier, ni adopter une fausse tranquillité. Cela signifie accepter ce que tu ressens, mais décider depuis un endroit plus élevé, depuis tes principes, pas depuis le va-et-vient du moment. La maîtrise émotionnelle est le véritable muscle de la maturité. Tu ne peux rien construire de solide si tu es à la merci de tes réactions. La stabilité interne n'est pas un cadeau, c'est le résultat de la résistance à l'impulsion et de l'action depuis la conscience. Si tu cherches à transformer ta vie dans l'année à venir, commence par ici. Ne réagis pas par réflexe, réponds depuis ton but. Choisis d'être la cause, pas l'effet. 4. Fais ce qui est juste, même sans motivation. Parfois, faire ce qui est juste ressemble beaucoup à porter un seau d'eau en montée pendant que tout le monde se repose à l'ombre. Il n'y a pas de public, pas de musique épique, même pas de brise rafraîchissante. Juste le poids dans tes bras et la certitude que le chemin est long, monotone, répété 1000 fois et que personne ne le remarquera. Là, à ce moment où la motivation s'évapore et qu'il ne reste que l'effort brut et silencieux, c'est là que le caractère se mesure vraiment. Les gestes les plus petits, redresser une chaise que tu n'as pas renversée, répondre avec respect même si tu n'en as pas envie, accomplir une tâche même si ton corps te demande d'abandonner, deviennent des épreuves quotidiennes d'intégrité. La motivation est cette lueur fugace qui apparaît de temps en temps, comme une étincelle dans l'obscurité. Mais la véritable transformation se produit lors des jours gris, quand il n'y a rien qui pousse, sauf ta propre décision de faire ce qui est juste. Si tu regardes de près les gens que tu admires, tu vas remarquer un détail. Ce ne sont pas des personnes qui attendent l'humeur parfaite pour agir. Ils ne dépendent pas du climat émotionnel, ni de l'enthousiasme matinal. Ils avancent par engagement, pas par caprice. Leurs routines sont remplies d'actes minimaux et silencieux. Se lever à l'heure convenue, terminer ce qu'ils ont commencé, faire face quand c'est inconfortable, tenir leurs paroles, même si cela leur coûte. Ce sont des décisions qui ne séduisent personne, qui ne reçoivent pas d'applaudissements, mais qui, avec le temps, construisent une base interne inébranlable. Faire ce qui est juste sans motivation est ce qui sépare ceux qui ne font que fantasmer sur le changement de ceux qui le réalisent vraiment. Fais le même si tu n'en as pas envie. Cette phrase vaut plus que n'importe quel conseil motivationnel, car la vie réelle n'attend pas que tu sois inspiré. Il y a une erreur courante. Penser que tu dois d'abord ressentir pour agir ensuite. Mais le corps et l'esprit peuvent travailler contre tes meilleures intentions. Certains jours, tu te lèveras avec la sensation que rien n'a de sens, avec le moral à plat et la fatigue collée au visage. Ces jours-là, l'habitude est ton seul refuge. La discipline agit comme un mécanisme qui soutient quand tout le reste échoue. Il ne s'agit pas de devenir un automate froid, mais de comprendre que l'engagement est plus fort que l'humeur. Ta parole, ton devoir, ta promesse pèsent plus que n'importe quel élan passager. La constance est le muscle invisible qui te sauve lors des jours de vide. Il y a des gestes qui semblent insignifiants. Répondre avec gentillesse quand tu préférerais le silence. Terminer ce rapport même si personne ne le lit. Prendre une décision éthique même si personne ne la célèbre. Mais chacune de ces actions laisse une empreinte interne. C'est comme investir dans un compte dont seul toi connais le solde. Quand le moment difficile arrivera, quand la vie te demandera des comptes, cette réserve d'intégrité silencieuse est la seule chose qui te soutient. Fais ce qui est juste, même sans témoin. C'est la véritable mesure du caractère. Dans la pratique, cela signifie se lever du canapé quand tu préférerais t'enfoncer, demander pardon même si l'orgueil crie, maintenir l'ordre quand le découragement règne. Tu ne cherches pas de motivation, tu cherches de la cohérence. Tu n'attends pas d'approbation, tu cherches le respect de soi. Le monde est rempli de gens qui n'agissent que lorsqu'il y a des spectateurs. L'extraordinaire est de faire ce qui est juste en privé, quand personne ne te voit et que rien ne t'y oblige. Entraîne-toi à être ce genre de personne, celle qui s'acquitte de ses devoirs, même si cela fait mal, celle qui honore sa parole même si elle se retrouve seule, celle qui choisit le devoir plutôt que le confort. La motivation est un visiteur qui va et vient.
La discipline est le maître de la maison. Si tu apprends à agir sans dépendre de l'élan émotionnel, tu deviens indestructible à l'intérieur. Parce que la véritable force n'est pas celle qui se montre, mais celle qui se maintient quand personne ne regarde. 5. Cherche la clarté dans le silence et l'ordre. Le désordre est une excuse, pas une condition inévitable. Si ton esprit est toujours saturé, si ton environnement est un chaos silencieux, si tu ne peux pas passer 5 minutes sans chercher une distraction, alors tu t'es déjà rendu sans t'en rendre compte. Tu n'es pas victime du bruit, tu es complice. Chaque fois que tu remplis ta journée de stimuli, de conversations vides, d'écrans ouverts et de tâches sans sens, tu choisis la confusion plutôt que la clarté. Le silence n'est pas un luxe pour les moines ou les illuminés. C'est un outil brutal qui dénude tes excès et te force à affronter le désordre que tu accumules depuis si longtemps. Mais bien sûr, il est plus facile de se plaindre du manque de temps que de s'asseoir pour organiser ce qui dépend uniquement de toi. Si ta vie te semble hors de contrôle, commence par accepter ceci. Le chaos ne se résout pas tout seul, il se confronte. Il est inconfortable, mais nécessaire, de regarder l'espace physique et mental que tu as permis de se remplir de déchets. Fichiers inutiles, conversations en attente, objets empilés, pensées répétitives, décisions reportées. Tout cela pèse même si tu l'ignores. La confusion n'est pas innocente. Elle devient un filtre qui déforme ce que tu vois et te vole de l'énergie même avant que la journée ne commence. Les gens faibles attendent d'être motivés pour nettoyer leur vie. Les gens forts comprennent que la clarté n'apparaît pas par miracle. Elle se construit à la main, en éliminant ce qui est superflu et en affrontant le vide qui reste lorsque tu cesses de remplir chaque seconde de bruit. Silence et ordre, deux mots inconfortables car ils exigent de la maturité. Enlève le masque de la victime et reconnais que ton désordre est ta responsabilité. La clarté mentale naît du silence inconfortable, celui que beaucoup évitent car il expose des vérités qu'ils préféreraient ne pas voir. Lorsque tu oses mettre en pause le flux interminable d'informations, d'opinions, de demandes externes, tu découvres combien tu as reporté le travail essentiel. Mettre en ordre tes priorités, tes habitudes, tes engagements. Celui qui ne supporte pas le silence ne supporte pas non plus la vérité de sa propre vie. C'est là que se séparent ceux qui avancent de ceux qui restent bloqués dans la plainte et l'autocompassion. Le silence est une épreuve de courage, car il te laisse face à face avec ce que tu crains, tes contradictions, tes doutes, ton manque de direction. L'ordre, pour sa part, n'est pas une question d'obsession ni d'esthétique superficielle. C'est une discipline appliquée au concret. Tu ne peux pas demander de la clarté si ton bureau est un cimetière de promesses brisées ou si ton agenda est un mosaïque d'engagements vides. Chaque objet hors de sa place, chaque tâche accumulée est une décision que tu as reportée et qui te pèse aujourd'hui comme une dette. L'ordre externe est le reflet de ton ordre interne. Si tu n'es pas capable de maintenir le minimum dans le monde physique, tu ne pourras pas non plus prendre de grandes décisions lorsque la pression réelle arrivera. Celui qui ne peut pas ordonner sa journée ne pourra pas non plus ordonner son destin. Grave cette phrase. Arrête de chercher des secrets pour te concentrer et commence par nettoyer ton espace et tes pensées. Les personnes qui obtiennent des résultats durables ne sont pas celles qui ont le plus de talent, ni celles qui trouvent l'environnement parfait, mais celles qui apprennent à créer de la clarté au milieu du bruit. Ne te laisse pas tromper, si tu ne te donnes pas de temps pour le silence, tu deviens esclave de la confusion des autres. Si tu ne ranges pas ce qui est à ta portée, le désordre te dévore de l'intérieur. La clarté est une conquête quotidienne. N'attends pas de te sentir prêt, agis. Silence pour écouter ce qui importe. Ordre pour soutenir ce que tu décides. Il n'y a plus d'excuses. Le chaos est confortable, mais il n'est jamais digne. Choisis la clarté, même si cela fait mal. 6. Pratique la gratitude, même en temps difficile. La gratitude n'est pas un luxe ni une vertu décorative, c'est une obligation brutale si tu veux survivre avec dignité au coût de la vie.
Personne ne va t'offrir la sérénité ni la clarté tant que tu continues à croire que tu ne peux être reconnaissant que lorsque tout va bien. Cette pensée est un piège qui te fragilise en silence. Elle te conditionne à dépendre de l'extérieur pour trouver l'équilibre et te laisse à la dérive chaque fois que la réalité mord. L'esprit, si tu ne l'entraînes pas, devient une machine à enregistrer les manques, ce qui fait défaut, ce qui fait mal, ce qui a mal tourné. Ainsi, la souffrance ne se contente pas de te rendre visite, elle s'installe et commence à définir ton identité. Et le pire, c'est que lorsque tu t'habitues à ne voir que le mal, tu finis par croire que la vie entière est une dette, que tu es toujours en défaut, que tu n'as rien de propre à défendre. C'est inconfortable à admettre, mais parfois la douleur devient une excuse parfaite pour cesser de voir ce qui demeure. Le cerveau, conditionné par l'habitude de survivre, devient expert dans la détection des menaces et l'archivage des pertes. Mais il devient maladroit lorsqu'il s'agit d'enregistrer ce qui résiste, ce qui ne se brise pas, ce qui continue à te soutenir, même au milieu de la pénurie. Pratiquer la gratitude en temps difficile est un acte de rébellion mentale. Il s'agit de défier cette voix intérieure qui te dit que tu n'as le droit de remercier que si rien ne te manque. Il ne s'agit pas de nier ce qui fait mal, ni de déguiser la frustration avec des gestes vides, mais d'obliger la conscience à reconnaître que même dans le pire des scénarios, quelque chose reste debout. Parfois, c'est la santé qui résiste, une relation qui ne s'est pas brisée, la capacité de réessayer, ou simplement l'opportunité de continuer à apprendre. La gratitude, bien comprise, n'exige pas que tu sois aveugle à la douleur, ni que tu deviennes insensible. Elle exige, en revanche, que tu construises un filtre différent pour regarder ta vie. Un filtre qui n'ignore pas le mal, mais qui ne lui remet pas non plus le contrôle total de ta perception. Lorsque tu choisis de chercher activement ce qui demeure, le cerveau commence à enregistrer un autre type d'informations. Des ressources internes, des forces que tu tenais pour acquises, de petites victoires que tu célèbres presque jamais. Cet enregistrement est fondamental car, dans les jours les plus difficiles, l'esprit a tendance à exagérer l'ampleur de la malchance et à minimiser tout reste de bien-être. C'est là que la gratitude devient une stratégie de survie psychologique. Elle t'oblige à équilibrer le compte interne, à reconnaître que tout n'est pas perdu, à éviter que la souffrance ne se traduise par une amertume permanente. Ce n'est pas facile. Il y a des jours où la gratitude semble forcée, presque ridicule, car tout pèse et la déception pèse plus que n'importe quel motif de gratitude. Mais c'est là que l'entraînement est le plus nécessaire. Il ne s'agit pas de te convaincre avec des phrases vides, ni de simuler l'optimisme. Il s'agit de confronter l'habitude de ne voir que ce qui manque et de t'obliger, même si c'est difficile, à enregistrer ce que tu as encore. La gratitude est une discipline, pas un sentiment. Quand tu comprends cela, tu cesses d'attendre que la vie soit parfaite pour commencer à remercier et tu commences à le pratiquer comme un acte conscient, presque comme une défense contre l'épuisement émotionnel. Le danger de vivre sans gratitude est que la douleur finit par déformer ton caractère. Tu deviens dur, méfiant, incapable de reconnaître les ressources qui te restent. La gratitude, en revanche, est le muscle qui te garde flexible, capable de résister sans te briser. Ce n'est pas une concession à la souffrance. C'est une façon de reprendre le contrôle sur ce que tu penses et ressens. Si tu veux arriver à 2026 avec quelque chose de plus que des cicatrices, tu dois entraîner l'habitude de remercier même ce qui semble minime. Car là, dans cet acte silencieux et obstiné de reconnaître ce qui soutient encore ta vie, se forge la véritable résilience. La plainte est un puits, la gratitude, une échelle. 7. Définissez un but qui transcende l'immédiat. Vous êtes assis devant l'ordinateur, avec l'agenda du jour ouvert et une longue liste de tâches devant vous. Tout est urgent, tout semble réclamer votre attention, mais au fond, il y a une gêne qui ne s'éteint pas, la sensation que même si vous complétez chaque point, rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Vous vous arrêtez un moment, regardez l'écran et vous demandez pourquoi, après tant d'efforts et tant de mouvements,
La vie continue de sembler superficielle, comme si vous étiez piégé dans une répétition sans sens. C'est le scénario où la plupart se perdent, confondant activité avec but et vitesse avec direction. Le problème est structurel. Nous vivons obsédés par la résolution de l'immédiat, par l'extinction des incendies, mais nous ne prenons jamais le temps ni le courage de nous demander pourquoi nous soutenons tout cet effort. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des objectifs, mais de savoir si ces objectifs construisent réellement quelque chose qui en vaut la peine. Sans un but qui transcende l'urgent, tout ce que vous faites finit par devenir une succession de tâches vides, accumulant de la fatigue au lieu de sens. La première erreur est de croire que le but est une révélation magique qui apparaît du jour au lendemain, ou qu'il suffit d'avoir une motivation vague pour résister à l'épuisement. Mais le but est une décision, pas une inspiration. C'est le résultat de regarder votre vie avec froideur et de vous demander ce qui vaut la peine d'être soutenu lorsque les circonstances ne favorisent pas et que l'environnement ne récompense pas. Le mécanisme est clair. Lorsque vous vivez uniquement pour résoudre l'immédiat, votre énergie se disperse, votre morale dépend de petits succès sans importance et votre patience s'épuise rapidement. Ainsi, vous commencez à sentir que rien ne vous remplit, que tout est répétition, que les jours vous échappent sans laisser de traces. Ce qui manque n'est pas d'énergie ni de temps. Ce qui manque, c'est la direction. Vous n'avez pas défini pourquoi vous vous levez chaque jour, au-delà de répondre à ce qui est attendu de vous. Sans but, la fatigue est double et le sens est nul. Gravez cette phrase avant de vous habituer à vivre en mode automatique. Analysez les conséquences de vivre sans transcendance. Chaque petite frustration semble insupportable, chaque obstacle prend des dimensions de tragédie et toute critique vous abat parce que vous n'avez pas de base interne qui justifie l'effort. Le but fonctionne comme un filtre. Il vous aide à décider ce qui vaut la peine d'être soutenu et ce qui n'est que bruit. Si vous ne définissez pas un pourquoi qui va au-delà du plaisir immédiat ou de la reconnaissance externe, vous devenez une proie facile pour la dispersion, la plainte et l'épuisement. Il ne s'agit pas de chercher une mission grandiose, ni d'inventer une narration héroïque. Il s'agit d'identifier ce qui, même dans les pires jours, continue d'avoir du sens pour vous, ce qui justifie la constance, même lorsque personne ne le reconnaît. Le but n'est pas une récompense, c'est un choix qui exige de vous que vous vous mainteniez avec discipline, lorsque tout vous invite à lâcher prise. Le sens ne se trouve pas, il se construit. Cette phrase est clé lorsque vous sentez que tout pèse plus que cela ne devrait. La racine de nombreux abandons est celle-ci. Les gens n'ont pas connecté leur effort quotidien avec quelque chose qui transcende le résultat immédiat. C'est pourquoi ils abandonnent au premier signe de fatigue. C'est pourquoi ils sautent d'objectif en objectif sans s'engager dans quoi que ce soit. Définir un but est l'antidote contre la fatigue existentielle. C'est l'encre qui vous empêche de vous laisser emporter par le courant de l'urgent. Lorsque vous avez clairement défini le pourquoi, vous pouvez supporter le vide et la lenteur, car vous comprenez que l'effort n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour quelque chose de bien plus grand. Ici, la décision est stratégique. Vous devez choisir chaque jour si vous travaillez seulement pour survivre ou pour construire quelque chose qui vous transcende. La vie perd de son poids lorsqu'il n'y a pas de motif solide derrière chaque action. Le but est le muscle invisible qui soutient la persévérance. Si vous parvenez à le définir, vous cessez de courir sans but et commencez à avancer avec direction. Celui qui vit uniquement pour l'immédiat finit épuisé et vide. Celui qui définit un pourquoi trouve de la force même dans la routine. 8. Choisis de grandir chaque jour, sans excuse. Je confesse que pendant longtemps, j'ai utilisé le prétexte de la fatigue, de l'épuisement ou du manque d'opportunités pour rester au même endroit. Je me voyais dans le miroir chaque matin, je remarquais le geste prématurément fatigué, le dos un peu voûté par le poids invisible des décisions reportées. Et pourtant, je justifiais chaque paralysie par des explications brillantes. Le contexte n'aide pas. Aujourd'hui n'est pas le jour. J'ai déjà fait assez. Il est inconfortable de voir comment, en silence, on normalise la médiocrité déguisée en prudence.
Le rituel était presque toujours le même. M'asseoir devant une table en désordre, passer en revue mentalement ce que je devrais faire, ressentir cette gêne dans la poitrine qui avertit que aujourd'hui non plus, tu ne vas pas grandir, et chercher une distraction suffisamment digne pour excuser l'inertie. Rien de tout cela ne se voit de l'extérieur. Personne ne soupçonne le véritable motif derrière les pauses, les déplacements inutiles, le regard perdu entre des tâches sans sens. Il est facile de devenir expert en excuses, beaucoup plus difficile est d'accepter que la stagnation est une décision, pas une condamnation. La véritable croissance ne se produit pas lors de journées héroïques ni dans des sauts spectaculaires. Elle se construit dans la routine, dans le geste concret de choisir une action inconfortable lorsque tout invite à la remettre à plus tard. Pense à la scène. Tu restes seul après le déjeuner, l'air est lourd, le téléphone est à portée de main. La tentation d'éviter la tâche en attente s'insinue dans chaque muscle. Là, à cet instant où la vie semble une succession de répétitions, tu as le pouvoir de décider si tu restes le même ou si tu avances même d'1 millimètre. Le corps proteste avec paresse. L'esprit offre des arguments pour céder, mais le choix se remarque dans les détails. Une feuille qui se remplit d'une ligne de plus, un livre que tu ne fermes pas lorsque l'intérêt s'éteint, une conversation difficile que tu commences même si ta voix sonne maladroite. Il n'y a pas d'applaudissement pour cela. Personne ne t'observe ni ne célèbre cet effort minimal, mais c'est justement là que se forge la différence entre ceux qui flottent et ceux qui avancent. Les excuses ont une texture connue. Elles se sentent douces, justifient ton confort, t'enveloppent d'une fausse sensation de protection. Mais ensuite, lorsque la nuit tombe et que tu examines ce que tu as fait, le solde est une dette qui ne s'efface pas. La croissance n'a pas d'horaire parfait ni de saison idéale. C'est inconfortable, parfois ingrat, et presque toujours cela exige que tu trahisses le vieux moi qui veut rester immobile. Grandir, c'est choisir le malaise productif plutôt que le confort stérile. Il n'y a pas d'excuse pour rester le même. Cette phrase, tu devrais la garder en mémoire chaque fois que tu ressens la tentation de négocier avec toi-même. Le processus est brutalement simple. Détecte la moindre opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau ou de mieux faire ce que tu fais déjà et saisis-la, même si cela semble insignifiant. Change la chaise de place si tu sais que cela améliore ta posture. Corrige un mot mal utilisé, même si personne ne le remarque. Répète le même geste 1000 fois jusqu'à ce qu'il soit bien fait. La croissance quotidienne ne se sent pas épique. En fait, la plupart du temps, elle se perçoit comme une gêne que tu préférerais éviter. Mais là se trouve le secret. L'inconfort est le seuil de l'avancement. Si tu t'habitues à l'esquiver, tu deviens expert en restant le même. Si tu l'affrontes, même si cela fait mal, tu deviens quelqu'un capable de se renouveler chaque jour. Il n'existe pas d'excuse légitime pour abandonner le processus de croissance. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont eu le plus d'opportunités, ni ceux qui sont nés avec un talent supérieur, mais ceux qui, face à la routine, ont choisi de s'améliorer même si personne ne l'exigeait. N'attends pas le moment idéal. Ne négocie pas avec tes principes pour un peu de confort. Choisis de grandir aujourd'hui, même si toi seul le sais. Celui qui s'entraîne à avancer dans le minimum finit par conquérir le maximum. C'est la véritable victoire. La croissance est une discipline soutenue, pas une inspiration occasionnelle. Grave cette ligne dans ton comportement, pas seulement dans ta mémoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Tu n'as pas besoin que la vie soit parfaite pour te sentir épanoui. Mais cette vérité inconfortable fait souvent plus mal que ce que nous admettons. Nous avons été entraînés à poursuivre le bonheur comme s'il s'agissait d'un trophée que l'on gagne lorsque tout s'aligne, lorsque l'approbation arrive ou lorsque les problèmes disparaissent. Mais la réalité est différente. Tu peux avoir tout ce dont tu as rêvé et pourtant te sentir vide. C'est le piège. Le bonheur authentique ne se donne pas et ne dépend ni de la chance, ni du regard des autres.
Il se construit de l'intérieur, avec des habitudes qui exigent décision et discipline, pas seulement de bonnes intentions. Si tu attends que la motivation tombe du ciel, tu resteras piégé dans la même insatisfaction que toujours. La vie ne te doit pas l'épanouissement. C'est à toi de le fabriquer. C'est ici que la philosophie stoïque cesse d'être une théorie et devient un outil inconfortable mais puissant. Ce qui compte, ce ne sont pas les circonstances, mais comment tu choisis d'y répondre. Il n'y a pas de raccourci ni de formule vide. Il faut entraîner l'esprit comme on entraîne un muscle, avec constance, avec des limites, avec une honnêteté brutale. Le bonheur se construit, il ne se trouve pas. Ta paix a un prix, tes habitudes quotidiennes. Si tu cherches quelque chose de facile, cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si tu es prêt à cesser de perdre du temps en apparence et à commencer à prendre un contrôle réel de ton bien-être, voici 8 leçons qui vont bouleverser ta façon de vivre. 1. Apprécie ce que tu as déjà aujourd'hui. Je vais le dire tout de suite, il y a une partie de moi, et probablement de toi, qui trouve toujours une excuse pour ne pas être satisfait. Chaque fois que j'obtiens quelque chose, ce mécanisme mental s'active et me fait voir cela comme insuffisant ou presque invisible. Comme si la vie me devait une version améliorée de tout ce que j'ai. Je réalise le piège, mais je tombe quand même dedans. C'est inconfortable de l'admettre, mais l'insatisfaction est une addiction silencieuse. Elle nous maintient dans une dette émotionnelle constante, comme si nous attendions toujours le prochain dépôt de bonheur pour commencer à vivre vraiment. Et ce qui est le plus frustrant, c'est que nous savons que c'est un piège, mais nous jouons quand même le jeu. Nous sommes assis devant une table pleine de ressources, mais notre attention est fixée sur la nourriture qui arrive à la table d'à côté. C'est une posture confortable et en même temps lâche, car choisir de voir ce qui manque est plus facile que de prendre la responsabilité de ce que l'on a déjà. La mauvaise habitude de dévaloriser ce que l'on possède transforme chaque jour en une course d'endurance où l'on n'atteint jamais la ligne d'arrivée. Ainsi, le présent devient un filtre déformant où tout ce qui est précieux perd de sa clarté et où seule l'absence est amplifiée. La vérité inconfortable est que si tu n'entraînes pas ta capacité à apprécier ce que tu as aujourd'hui, tu ne reconnaîtras jamais le bonheur même si tu es face à lui. Peu importe combien tu obtiens, ni combien d'objectifs tu coches sur ta liste. Si ton attention est programmée pour le manque, tu vivras toujours dans un déficit affectif. Il y a un prix à payer pour cette habitude, et il est élevé. Tu perds du temps, tu perds la paix, tu perds des relations. La gratitude n'est pas un exercice agréable pour le soir. C'est un réajustement radical de la perception, un entraînement brutal de l'esprit pour cesser de se saboter. Il ne s'agit pas de se résigner ni de tomber dans l'autosatisfaction, mais de se concentrer sur ce qui est réellement à ta portée et d'en tirer parti. Parce que si tu ne le fais pas, la vie te file entre les doigts, en attendant quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Le bonheur n'arrive pas, il se reconnaît. C'est la ligne qui sépare ceux qui mûrissent de ceux qui restent piégés dans l'adolescence émotionnelle. Ne te laisse pas tromper en pensant que valoriser ce que l'on a est une attitude passive. C'est une décision inconfortable, car cela implique de cesser de se comparer, de cesser d'alimenter le mensonge, selon lequel le bien-être est toujours un pas en avant. Tu dois décider de couper les excuses à la racine. Chaque fois que tu retardes la gratitude, tu renforces la fracture dans ton caractère qui te fait sentir insuffisant. Et oui, c'est difficile. C'est difficile de regarder autour de soi et d'accepter que, même si tu n'as pas tout, tu as plus que suffisant pour construire quelque chose de significatif aujourd'hui. Attendre le bonheur parfait est une forme de lâcheté. Il est plus facile de blâmer le manque de quelque chose d'extérieur que de faire face à sa propre incapacité à apprécier le présent. Rien n'est suffisant pour celui qui ne sait pas apprécier. C'est la dure vérité, sans embellissement. Le premier pas n'est pas de rêver grand, ni de chercher des formules magiques. C'est de cesser de regarder par la fenêtre et de commencer à nettoyer son propre terrain. Fais l'inventaire réel de ce que tu as, de ce que tu es
et de ce que tu as accompli, aussi petit ou imparfait que cela puisse paraître. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras briser le cycle de l'insatisfaction et commencer à construire sur une base solide. La gratitude consciente n'est pas un ornement ni une mode. C'est l'outil le plus direct pour désactiver le pilote automatique du manque. Si tu la pratiques, le bonheur cesse d'être une promesse lointaine et commence à se sentir comme un investissement émotionnel qui porte déjà ses fruits. Ne te cache pas derrière la plainte facile. Fais face à la réalité avec les ressources que tu as et fais en sorte que cela en vaille la peine. Le bonheur est une décision inconfortable, mais il est à la portée de ceux qui osent le choisir aujourd'hui. 2. Choisis ton attention, pas tes circonstances. La réalité est simple et en même temps brutale. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe en dehors de toi, mais tu peux décider où tu mets ton attention. C'est la véritable frontière entre se sentir victime ou protagoniste de sa vie. Beaucoup s'obsèdent à changer les circonstances comme s'ils pouvaient façonner le monde à leur guise, et se frustrent encore et encore lorsque la vie ne répond pas à leurs attentes. C'est un piège mental qui épuise, car pendant que tu consacres de l'énergie à lutter contre ce qui ne dépend pas de toi, tu négliges le seul terrain que tu peux vraiment travailler, ton focus. L'esprit, si tu le laisses sans entraînement, devient une usine à scénarios négatifs, comparaisons inutiles et préoccupations pour des choses qui ne sont même pas sous ton contrôle. Ainsi, tu perds de vue le pouvoir concret que tu as chaque jour, choisir sur quoi tu te concentres et comment tu interprètes ce qui se passe. Si tu analyses ton quotidien, tu verras qu'une grande partie de ton anxiété et de ta fatigue ne vient pas des faits, mais de la manière dont tu les traites. Ce n'est pas le manque d'argent, le trafic ou une mauvaise nouvelle qui te draine vraiment, mais comment tu t'engages émotionnellement à ces événements, permettant qu'ils occupent trop d'espace mental. L'erreur la plus fréquente est de croire que tu dois changer l'environnement pour te sentir bien. Mais l'expérience montre que, même en changeant de travail, de ville ou de partenaire, les mêmes schémas d'insatisfaction ont tendance à revenir si tu ne modifies pas ta façon de voir. Les circonstances externes sont variables, toujours changeantes, et si tu les utilises comme base pour ton bien-être, ta stabilité sera toujours fragile. L'attention, en revanche, est un outil que tu peux entraîner et affiner. Il ne s'agit pas de nier la réalité, ni de faire semblant d'être optimiste à bon marché, mais d'apprendre à sélectionner ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. La décision stratégique est de cesser d'agir comme si tu étais une conséquence de ton environnement et de commencer à agir comme la cause de ton propre état mental. En pratique, cela signifie observer chaque situation et te demander « cela dépend de moi » ou est complètement hors de mon contrôle. Si tu ne peux rien faire pour le changer, lâcher prise est un acte d'intelligence. Si tu peux influencer, agis, mais sans te concentrer sur le résultat externe, plutôt sur la qualité de ta réponse. C'est ici que l'attention devient ta ressource la plus précieuse. Chaque fois que tu choisis de t'arrêter et de rediriger ton attention vers tes actions, tes valeurs ou tes apprentissages, tu cesses d'être prisonnier des circonstances. Le bien-être ne réside pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu choisis de l'expérimenter. Beaucoup pensent que porter attention à ce qu'ils peuvent contrôler est se résigner ou se contenter. Mais c'est tout le contraire. C'est prendre le contrôle de ton propre processus. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou les difficultés, mais cesser d'alimenter la narration d'impuissance qui te paralyse. L'esprit a besoin d'un guide, et si ce n'est pas toi, l'environnement le sera. Là où tu mets ton attention, là grandit ta vie. C'est la différence entre survivre et vraiment vivre. Lorsque tu entres dans ce mode de fonctionnement, les crises cessent d'être des menaces absolues et deviennent des opportunités d'entraînement mental. La conséquence directe de choisir ton attention est une vie beaucoup plus légère et résiliente. Tu n'es plus à la dérive des changements externes, ni ne te noies chaque fois que quelque chose tourne mal. Tu commences à remarquer que tu as des réserves d'énergie qui auparavant s'échappaient dans des préoccupations ou des comparaisons sans sens.
Ta paix ne dépend plus des fluctuations extérieures, mais d'une décision consciente et quotidienne. Le véritable contrôle ne concerne pas le monde, mais ton regard. C'est la racine du bonheur authentique, la liberté de décider à quoi tu donnes de l'espace et ce que tu laisses de côté. Ton attention est l'investissement le plus important de ta vie. Si tu l'oublies, tu restes piégé dans le cycle de la plainte et de l'impuissance. Si tu le pratiques, tu retrouves ton pouvoir et tu cesses d'être un spectateur passif de ta propre histoire. 3. Protège ton énergie mentale chaque jour. L'esprit fatigué devient ton pire ennemi. Il suffit de t'observer un jour ordinaire. Tu traînes ton corps d'un côté à l'autre. Mais ce qui pèse le plus, ce ne sont pas les épaules ni les jambes, mais cette sensation de saturation intérieure qui t'accompagne même lorsque tu es assis en silence. Tu lèves les yeux et ton regard ne se fixe plus de la même manière. Tout semble flou, comme si la vie perdait en définition à force d'être mentalement épuisée. Chaque notification sur le téléphone, chaque message qui s'immisce au milieu de tes pensées est un petit coup, mais constant, qui draine ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Ta capacité de réponse s'engourdit. Tu commences à réagir par réflexe plutôt que par décision, et chaque problème simple se transforme en un fardeau supplémentaire que tu ne sais pas où mettre. Il y a des gestes qui trahissent l'épuisement. Tu te frottes le front à la recherche de clarté, tu soupires plus longtemps que d'habitude, tu te surprends à choisir le chemin le plus court juste pour économiser ton énergie mentale. L'esprit saturé est comme un sac à dos rempli de choses inutiles que tu n'oses pas vider. Tu accumules des opinions d'autrui, des nouvelles que tu ne peux pas changer, des critiques que tu n'avais pas besoin d'entendre, et peu à peu, ce fardeau vole de l'espace à ta propre pensée. Le quotidien devient plus difficile. Prendre de petites décisions, comme quoi manger ou à qui répondre en premier, se transforme en une tâche lourde parce que ton attention est fracturée en 1000 morceaux. Ce que peu de gens admettent, c'est que cette fatigue n'est pas une coïncidence, c'est le résultat de négliger tes propres limites. Nous prenons soin de notre corps avec de la nourriture, du repos et de l'exercice, mais nous laissons l'esprit à la merci de tout ce qui arrive. Nous permettons à quiconque d'entrer et de laisser sa marque. Une opinion inutile, une comparaison absurde, un problème d'autrui qui ne te concerne pas. Tu deviens le dépotoir de l'anxiété globale, et ensuite, tu te demandes pourquoi tu ne peux pas trouver une seconde de paix. Protéger ton énergie mentale n'est pas un luxe ni une mode, c'est une nécessité urgente si tu ne veux pas que ta vie devienne un reflet de la confusion générale. La discipline mentale commence par des gestes concrets. Tu fermes l'ordinateur quand il n'y a plus rien d'urgent, tu mets ton téléphone en silencieux, même si le monde continue de tourner, tu te donnes 5 minutes sans stimuli avant de dormir. Le silence est dérangeant au début, il semble vide, mais c'est le seul espace où ton esprit peut se nettoyer et retrouver de la force. La différence est brutale. Lorsque tu te permets cette respiration, la clarté revient, les idées coulent sans effort, et ton humeur cesse de dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. Le soin psychologique est un exercice quotidien, aussi réel que de se laver le visage après une longue journée. Il faut rincer l'esprit de tout ce qui n'est pas le tien. Il ne suffit pas de le savoir, il faut le pratiquer même si l'environnement exerce une pression. Les limites mentales se manifestent dans de petites actions. Tu dis non à des conversations qui ne font qu'ajouter du poids. Tu choisis intentionnellement quelles informations tu laisses entrer, tu détectes à temps quand ta tête commence à être surchargée et tu décides de t'arrêter avant d'atteindre la limite. La paix ne se trouve pas, elle se construit. Si tu ne filtres pas ce que tu consommes, ton esprit devient une décharge émotionnelle. Prendre soin de ton énergie mentale est un acte de respect de soi. Si tu le comprends, tu cesses d'être une cible facile pour la manipulation, l'épuisement et l'insatisfaction constante. Le résultat de cette habitude est tangible. Les idées s'organisent, l'anxiété diminue et ta capacité à affronter le quotidien grandit. Ce n'est pas de la magie, c'est une conséquence.
Le vrai bonheur commence lorsque tu prends au sérieux le travail de te protéger, de te donner de l'espace, de te fixer des limites à toi-même et aux autres. N'attends pas de t'effondrer pour le comprendre. Chaque jour, ton énergie mentale est la ressource la plus précieuse que tu as. Défends-la comme tu défendrais ta santé physique, sans excuse, sans procrastination. Un esprit clair est la base de toute vie qui en vaut la peine. Sans cette protection, tout le reste s'effondre. 4. Entoure-toi uniquement de relations authentiques. Tu vas à une réunion et tu ressens le poids de l'obligation. Tu salues, tu souris par inertie, tu réponds à des questions qui ne t'intéressent pas et intérieurement, tu comptes les minutes en attendant que le temps passe. Tu regardes autour de toi et tu remarques que la plupart des gens sont en pilote automatique, suivant le script social. Il y a des conversations qui sonnent creux, des rires qui ne naissent pas de l'authenticité mais du devoir, et des gestes qui cherchent l'approbation plus qu'une véritable rencontre. Tu termines la journée avec la sensation épuisante d'avoir été entouré de beaucoup de monde, mais de personnes vraiment proches. Tu te demandes pourquoi, si apparemment tu as de la compagnie, tu continues à ressentir une sorte de vide qui ne se remplit pas avec la présence physique des autres. Il y a quelque chose qui ne colle pas, une sorte de dette émotionnelle qui s'accumule, plus tu t'efforces de t'intégrer dans des cercles où la connexion réelle est rare. L'esprit apprend vite à survivre dans ces environnements. Tu développes de petites stratégies pour te protéger, comme feindre de l'intérêt, éviter les sujets profonds ou rire pour ne pas détonner. Mais à long terme, ce mécanisme d'adaptation a un coût. Tu commences à te méfier de ton propre jugement, tu doutes de ce que tu ressens, et tu te demandes si le problème vient de toi pour ne pas savoir profiter de la superficialité. L'inconfort t'oblige à mettre un masque, tu adoucis tes opinions, tu caches tes véritables intérêts, et tu deviens expert dans l'art de ne déranger personne. C'est une sorte d'auto-exil dans ta propre vie sociale. La paradoxe est brutale, car plus tu t'efforces de plaire à tout le monde, plus tu t'éloignes de la connexion avec toi-même. Être entouré de beaucoup de monde n'est pas la même chose que de se sentir accompagné. Cette phrase est facile à oublier lorsque le bruit du social te distrait du travail de fond que tu as à faire. Au fond, ce qui épuise le plus, ce n'est pas la quantité de contacts, mais le manque de vérité dans ces liens. Les relations superficielles drainent parce qu'elles exigent de l'énergie sans rien rendre de solide. Tu deviens un fournisseur d'attention, de validation et de bonne humeur, mais tu reçois rarement une compréhension authentique ou un soutien réel. L'épuisement n'est pas physique, il est psychologique. Le prix à payer pour maintenir des relations vides est que tu finis par douter de ta propre valeur. Une partie de toi s'habitue à demander la permission d'exister, à chercher toujours l'acceptation des autres comme si c'était la seule façon valable de te sentir en paix. C'est un cycle que nous normalisons. Nous nous disons qu'il vaut mieux avoir quelque chose que d'être seul, même si ce quelque chose est parfois une collection de liens faibles qui ne servent qu'à masquer la peur de l'isolement. Analyser cela fait mal, car cela oblige à remettre en question le type de relation que tu as permis dans ta vie. Il ne s'agit pas de devenir hermétique ni de rejeter tout le monde, mais de reconnaître que la qualité de tes liens impacte directement ton bien-être. Le bonheur authentique ne survit pas dans des environnements où tu dois feindre pour être accepté. Il a besoin de l'oxygène de l'honnêteté, de l'écoute réelle, du soutien qui ne se négocie pas chaque fois que tu échoues ou que tu ne réponds pas aux attentes. Les relations authentiques sont celles qui te défient à grandir, mais qui te soutiennent aussi dans tes moments les moins brillants. La présence de l'authenticité est le meilleur filtre émotionnel. Quand tu le comprends, tu commences à exiger moins de quantité et plus de profondeur. Le conflit interne survient lorsque tu réalises que lâcher des liens vides implique de traverser une période d'inconfort et de solitude. La peur de te retrouver sans personne est réelle et a une racine biologique. Nous sommes programmés pour rechercher l'appartenance. Mais la maturité émotionnelle consiste à choisir avec qui tu te relies, même si cela signifie réduire le cercle et affronter le silence pendant un certain temps.
Apprendre à identifier qui apporte quelque chose et qui ne fait que prendre de la place est un acte de courage. C'est inconfortable, oui, mais c'est le seul moyen de cesser d'être otage de dynamiques toxiques et de commencer à construire un environnement où tu peux être toi-même sans demander pardon. La décision de t'entourer uniquement de relations authentiques n'est ni confortable ni instantanée, mais elle est indispensable. Elle t'oblige à revoir tes propres limites, tes peurs du désaccord et ta tendance à te contenter de ce qui est. C'est une taille émotionnelle. Tu laisses aller des connexions qui pèsent, même si cela fait mal, et tu ouvres de l'espace pour la possibilité de liens plus sains. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'honnêteté. Au final, le véritable bonheur grandit dans le terreau fertile des relations authentiques, où tu peux te détendre, baisser ta garde et être vu tel que tu es. Si tu ne choisis pas qui est à tes côtés, tu finis entouré de gens qui te font sentir plus seul que tu ne l'étais. Prendre soin de ton environnement relationnel est un acte de respect de soi radical. Et ce travail, bien que personne ne le voie, définit la qualité de ta vie bien plus que n'importe quel accomplissement extérieur. 5. Fais de la place pour le silence intérieur. Fais l'exercice mental d'observer un verre d'eau auquel personne ne prête attention. Il ne fait pas de bruit, il n'occupe pas d'espace, il n'exige pas d'applaudissements, ni ne regarde la caméra. Il est simplement là et dans cette présence silencieuse réside son pouvoir. Il contient l'essentiel sans besoin de décoration ni de justification. C'est ainsi que ton intérieur devrait fonctionner. Mais la plupart préfèrent remplir ce verre jusqu'à le faire déborder avec des conversations inutiles, des opinions recyclées et un besoin absurde de documenter chaque seconde. Le silence intérieur est une ressource sous-estimée, et je ne le dis pas pour avoir l'air profond. Je le dis parce que l'incapacité à supporter la tranquillité est l'une des principales causes de l'insatisfaction moderne. Il y a ceux qui se plaignent de ne pas trouver le bonheur, mais qui ne supportent pas le vide de ne rien faire, comme si la valeur personnelle dépendait de la quantité de stimuli qu'ils accumulent dans la journée. La vérité est que l'inconfort face au silence est le symptôme d'un esprit qui a peur de lui-même. Arrête de chercher des excuses pour remplir chaque minute de distraction. L'habitude de vérifier le téléphone chaque fois qu'il y a une seconde libre, d'allumer la télévision parce que tu ne supportes pas tes propres pensées, de narrer ta vie pour un public invisible est le raccourci parfait pour perdre le contact avec toi-même. L'idée de rester seul avec tes idées sans filtre t'effraie, comme si le silence était un ennemi dont il faut se défendre. Mais la réalité est brutale. Tant que tu ne seras pas capable de rester seul avec toi-même sans fuir, tu resteras un étranger dans ta propre vie. Le plus grand auto-illusion est de penser que tu as besoin de plus d'informations, de plus de validation, de plus de bruit pour te sentir complet. La véritable plénitude se construit justement au moment où tu es capable de ne rien faire et pourtant de te sentir entier. Prends la responsabilité de cette faiblesse. Ce n'est pas un petit défaut, c'est une fracture dans le caractère qui s'aggrave avec le temps. Tu deviens dépendant du bruit extérieur parce que tu n'as pas appris à tolérer le poids de ta propre présence. Si ton bonheur dépend de stimuli constants ou de l'approbation que tu obtiens en partageant tout, tu vis de près émotionnels. Le silence intérieur n'est ni ennui ni résignation. C'est l'entraînement le plus difficile et nécessaire pour quiconque aspire à grandir. Si tu ne peux pas supporter d'être en silence, tu ne peux pas non plus soutenir une vie pleine. Celui qui ne supporte pas son silence ne se connaît ni ne se respecte. C'est la réalité que la plupart esquivent. Ne tombe pas dans le piège de penser que le silence n'est qu'une mode wellness. C'est une décision radicale. Elle t'oblige à faire face à tout ce que tu évites lorsque le monde est silencieux. Tu dois regarder en face tes anxiétés, tes insécurités, tes insatisfactions sans anesthésie. Cela te semble-t-il dur? Eh bien, c'est la tâche. Le silence intérieur ne se donne pas, il se conquiert à force de pratiques inconfortables. Si tu es de ceux qui ont besoin de musique, de notifications ou de conversations pour ne pas devenir fou, il te manque du courage pour te connaître.
Le silence n'est pas vide, c'est un espace pour organiser tes pensées, pour voir ce qui compte vraiment et arrêter d'agir en pilote automatique. C'est là que se filtre la vérité. Ce que tu ne supportes pas en silence, tu le traînes toute ta vie. L'excuse classique est « je ne peux pas, mon esprit ne s'arrête pas ». Cette phrase est le drapeau blanc de ceux qui ont renoncé à entraîner leur attention. Au lieu de te résigner, mets-toi vraiment mal à l'aise. Éteins tout, reste immobile et écoute ce qu'il y a. N'attends pas la paix instantanée. Au début, le silence va te déranger comme une nouvelle chemise qui ne s'ajuste pas encore. Mais si tu as la discipline de traverser ce malaise, tu commences à découvrir qu'en dessous du bruit, il y a des réserves de clarté, de force et de créativité qui n'apparaissent jamais sous pression. Le silence inconfortable est la préface de l'authenticité. Si tu ne l'occupes pas, d'autres le rempliront pour toi avec des attentes extérieures. Fais de la place pour le silence intérieur et arrête de vivre comme un reflet de ce que l'environnement dicte. Le bonheur authentique n'a pas besoin de public ni d'applaudissements. Il a juste besoin que tu oses t'écouter sans filtre. Si tu ne peux pas le faire, tu n'es pas prêt à vivre pleinement. 6. Prioriser les expériences sur les apparences. J'admets qu'il y a une partie de moi qui a tendance à se soucier de la façon dont ma vie est perçue de l'extérieur, même si je sais parfaitement que cette obsession ne m'apporte rien de réel. C'est inconfortable de l'accepter, mais l'impulsion de montrer une bonne image, de sembler que tout est en ordre, que j'ai des expériences dignes d'être vues et approuvées, pèse parfois plus que le simple fait de les vivre. Ce n'est pas seulement un symptôme personnel, c'est une distorsion qui est devenue presque universelle. Nous confondons la qualité d'une expérience avec la valeur que les autres lui attribuent, ou la validation qu'elle peut obtenir dans n'importe quelle vitrine, physique ou numérique. Le mécanisme est prévisible. Plus je suis préoccupé par le fait de documenter ce que je fais, moins je suis présent dans ce qui se passe réellement. Et le pire, c'est qu'à la fin de la journée, la satisfaction que je recherche à l'extérieur se transforme en une dette intérieure qui ne se règle jamais complètement. Lorsque je priorise l'apparence sur l'expérience, je tombe dans une sorte de jeu de mirage. J'investis du temps, de l'énergie et de l'attention à fabriquer une version de la réalité qui ne correspond pas toujours à ce que je ressens. Le résultat est une fracture silencieuse entre ce que je vis et ce que je montre. Le paradoxe est que plus je m'efforce de projeter une image concrète, moins je me sens authentique à l'intérieur. Le piège est subtil. Je commence à mesurer la qualité de mes journées en fonction du potentiel qu'elles ont à être partagées ou admirées, et non par ce qu'elles m'apportent réellement. Cela devient un cycle addictif, car chaque fois que je cède à la pression de documenter ou d'embellir mes moments, je renforce l'idée que la valeur est à l'extérieur de moi. Ce qui compte, ce n'est pas comment on te voit, mais comment tu le vis. Cette phrase, bien que simple, fait la différence entre un bonheur de vitrine et une plénitude réelle. Analyser l'origine de ce mécanisme est inconfortable mais nécessaire. Il y a une racine profonde dans l'insécurité, dans le besoin d'appartenir, dans cette peur primitive d'être exclu de la tribu. Mais il y a aussi un composant de paresse émotionnelle. Il est plus facile de chercher une reconnaissance immédiate que de construire une satisfaction interne à long terme. Le problème est que cette dynamique te rend dépendant du jugement des autres et te vole l'opportunité d'expérimenter la vie de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque le focus est mis sur l'approbation, tu cesses de te demander si ce que tu fais te nourrit réellement, si l'expérience a du sens pour toi ou si elle ne fait que marquer des points dans un compte social invisible. Tu commences à perdre ton propre jugement, à te déconnecter de ce que tu apprécies réellement et tu deviens prisonnier de l'attente collective. La conséquence directe de vivre ainsi est la superficialité émotionnelle. Les moments semblent moins intenses, les joies durent peu et la mémoire se remplit d'images sans substance. Le bonheur devient fragile car il dépend de facteurs que tu ne peux pas contrôler.
La comparaison est inévitable et tu perds toujours, car dans le jeu des apparences, personne ne montre ses fractures, seulement les réussites, les voyages, les sourires retouchés. Les apparences ne comblent jamais le vide intérieur. C'est la phrase que tu devrais te rappeler chaque fois que tu ressens la tentation de sacrifier une expérience réelle pour un applaudissement virtuel. La sortie, bien qu'inconfortable, est stratégique. Commencer à décider consciemment où tu investis ton attention lorsque tu vis quelque chose d'important et être brutalement honnête avec toi-même, sûr pour qui tu le fais. Cela implique de renoncer à la narration selon laquelle tu as besoin de témoins pour valider ta joie et d'accepter que la profondeur d'une expérience ne se mesure que par l'impact qu'elle a sur ton caractère et non sur ton profil public. Il faut du courage pour cesser de chercher un public et commencer à chercher un sens personnel. Cela signifie, dans la pratique, oser vivre des moments sans les documenter, profiter sans penser à la photo, construire des souvenirs qui n'ont pas besoin d'être vus pour exister. Si tu parviens à prioriser l'expérience sur l'apparence, tu récupères le pouvoir sur ton bien-être émotionnel et tu cesses d'hypothéquer ton bonheur au jugement éphémère des autres. La plénitude réelle ne se montre pas, elle se vit, et si tu n'oses pas la choisir, tu finiras par vivre pour les yeux des autres, jamais pour toi. 7. Sois actif dans votre propre bonheur. Le bonheur ne viendra pas frapper à votre porte. Si vous restez assis à attendre que la vie soit juste, les jours passeront et la seule chose que vous récolterez sera une frustration accumulée. La plupart se déplacent par routine, exécutant des tâches en mode automatique, comme si la plénitude était la récompense finale après des années de sacrifices silencieux. Mais la réalité est dure. Rien d'important ne se produit sans votre participation active. Le bonheur authentique exige du mouvement, de la décision et un type d'effort qui est souvent inconfortable. Il ne suffit pas de désirer des jours meilleurs, ni de répéter des phrases motivantes. Vous devez vous impliquer dans votre propre processus, même si cela fait mal ou désarme de vieilles habitudes. Le bien-être n'est pas une conséquence passive, c'est une conquête quotidienne, et seuls ceux qui osent cesser d'attendre des instructions l'obtiennent. Regardez autour de vous. Les gens traversent la rue en regardant leur téléphone, mâchent leur déjeuner sans savourer, répondent par monosyllabes et avancent sans s'arrêter pour se demander si le jour qu'ils vivent leur appartient vraiment. Les gestes deviennent mécaniques, le regard s'éteint et l'énergie se dilue dans des tâches qui n'apportent rien de réel. Dans ce paysage se distingue la personne qui, bien qu'elle soit fatiguée, s'oblige à revendiquer de petits moments d'authenticité. Cela se remarque dans des détails précis. Quelqu'un qui interrompt la plainte automatique pour remercier pour le café chaud, celui qui choisit de sortir marcher même s'il n'en a pas envie, ou celui qui éteint l'écran pour vraiment écouter une conversation. Ce ne sont pas de grands gestes héroïques, mais des décisions inconfortables qui marquent un avant et un après. Le bonheur est une action, pas un accident. Cette phrase devrait vous accompagner chaque jour. Être actif dans votre propre bonheur implique de cesser de déléguer votre bien-être aux autres ou au hasard. C'est se lever le matin et, avant de se laisser entraîner par les urgences des autres, se demander ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour ajouter du bien-être à votre vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité émotionnelle. Il y a des jours où la fatigue pèse et la tentation de se résigner est forte, mais c'est justement là que se mesure le caractère. La personne qui décide de prendre en charge, même avec des gestes minimes, commence à transformer son expérience. Il n'est pas nécessaire d'avoir des réponses parfaites. Il faut de la volonté pour agir, pour ajuster ce qui est à votre portée et accepter ce que vous ne pouvez pas modifier. La différence entre survivre et vivre réside dans ces petites interventions que vous choisissez chaque jour, même si l'environnement invite à la passivité ou à la plainte. Être actif ne signifie pas forcer une fausse joie, ni nier les moments difficiles. Cela signifie se regarder en face lorsque vous tombez dans l'engourdissement et secouer l'inertie. C'est apprendre à détecter ces schémas qui vous poussent à l'immobilisme, la procrastination, l'autocompassion, le victimisme.
et prendre la décision inconfortable de les interrompre. C'est consacrer du temps à ce qui vous nourrit, même si personne d'autre ne le comprend ou ne le valide. Cela peut être aussi simple que de réserver une demi-heure pour lire sans distraction, préparer un repas que vous appréciez ou avoir une conversation honnête que vous avez reportée. Ces actions, petites mais répétées, construisent la structure interne sur laquelle repose la plénitude. Personne ne vivra pour vous ce que vous n'osez pas chercher. C'est la ligne qui sépare une vie vécue de l'intérieur d'une existence traînée par l'environnement. Rester immobile est l'option facile, mais aussi la plus coûteuse en termes d'insatisfaction. La véritable maturité consiste à accepter que le bonheur n'apparaît pas, il se construit. Cela implique des efforts, mais aussi de la liberté. Chaque fois que vous choisissez de bouger, même d'un pas, vous reprenez le pouvoir sur votre expérience. Vous vous entraînez à ne plus être victime des circonstances et vous devenez l'auteur de votre propre histoire. Ce n'est pas une promesse de bonheur permanent, c'est une garantie de sens. Le bien-être n'est pas le résultat d'une attente, mais le fruit d'une participation. Si vous n'assumez pas ce rôle actif, tout le reste est réduit à un simulacre. L'essentiel est ceci: le bonheur ne s'attend pas, il se fabrique. Décidez aujourd'hui de commencer à le construire avec les actions qui sont à votre portée. Personne d'autre ne le fera pour vous. 8. Faites de la plénitude une pratique quotidienne. La plénitude est une discipline, pas une coïncidence. C'est la vérité qui dérange le plus et que nous voulons le moins accepter, car cela implique de cesser d'attendre des moments spéciaux et de commencer à fabriquer du sens dans le quotidien. L'esprit a le vice de remettre à plus tard le bien-être. Il se convainc que la vie sera pleine lorsque certains signaux arriveront, lorsque tout sera calme, lorsque des conditions idéales seront réunies. Mais ce « lorsque » est un horizon qui n'est jamais atteint si tu n'ajustes pas le focus. Le mécanisme interne le plus dangereux est de croire que la plénitude est un résultat, pas une pratique. Tant que tu maintiens cette croyance, tu te condamnes à voir le bonheur comme un visiteur sporadique et non comme une façon d'habiter tes jours. Je me rends compte que, si je n'entraîne pas cette discipline, mon esprit joue contre moi. Il existe une sorte de résistance interne à m'engager dans le bien-être quotidien, comme si c'était un privilège qui ne m'appartenait pas, ou comme si reconnaître le bon était trahir une dette envers la souffrance. Ce conflit émotionnel est réel. Une partie de soi s'accroche à la fatigue, au découragement ou au drame parce qu'elle s'est habituée à vivre là. Cela demande du courage de briser cette inertie et de choisir, en toute conscience, de construire la plénitude, au lieu de répéter des schémas de manque. Il ne s'agit pas de croiser les doigts, mais d'exercer l'inconfort quotidien de choisir le bien-être même si l'environnement invite au contraire. La plénitude s'entraîne, elle ne se hérite pas. Cette phrase devrait être tatouée dans l'esprit de quiconque cherche à changer son histoire. L'obstacle le plus grand est le confort de la plainte. Il est facile de s'installer en pilote automatique et de laisser l'esprit recycler les vieux arguments, qu'il manque de temps, que l'environnement n'aide pas, que personne ne comprend l'effort. Mais la vérité est qu'il y a toujours une micro-décision disponible, celle de pratiquer la gratitude, celle de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, celle de prendre soin de ton esprit comme d'une ressource vitale, celle de sélectionner les relations avec rigueur, celle de vraiment plonger dans ce que tu fais. Je parle d'habitudes qui, appliquées tous les jours, érodent lentement la tendance à l'insatisfaction et génèrent un type de bien-être qui ne dépend d'aucune circonstance spéciale. Le plus grand auto-illusion est de penser qu'il suffit de comprendre cela une fois. La réalité est que la plénitude se construit à force de répétitions inconfortables, de revenir à choisir ce qui ajoute, même si aujourd'hui c'est plus difficile qu'hier. Je reconnais qu'il y a des jours où tout semble un effort inutile, où la fatigue mentale et la pression extérieure invitent à se laisser aller. Mais c'est justement là que se distingue celui qui pratique la plénitude de celui qui l'attend seulement. Ce n'est pas que l'inconfort disparaisse, c'est que la décision d'ajouter du bien-être devient une partie de ton caractère, pas un caprice de l'humeur.
La plénitude quotidienne ne repose pas sur de grands gestes, mais sur des détails inconfortables. Arrêtez la pensée négative avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Abandonnez la comparaison automatique. Protégez ton énergie même si on te traite d'égoïste. Maintenir le silence intérieur, même si cela t'incommode. La plénitude commence là où l'excuse s'arrête. Je le vérifie encore et encore lorsque je choisis d'agir au lieu de pleurer. La pratique quotidienne consiste à investir, en toute conscience, dans ce qui te construit réellement. Ce n'est pas un acte héroïque ni une promesse de perfection, c'est une attitude de respect de soi. Le bien-être se renforce comme un muscle, et chaque jour où tu choisis de le maintenir, même un peu, tu changes en profondeur la relation que tu as avec toi-même et avec le monde. Il n'y a pas de raccourci, seulement de la discipline mentale et émotionnelle, appliquée même dans les jours gris. Au final, la plénitude n'est pas une destination spectaculaire, mais une façon d'être dans le monde qui se maintient avec des habitudes inconfortables et des décisions claires. Si tu attends la plénitude comme on attend une récompense, tu vas rester sur le seuil toute ta vie. Si tu la pratiques, même si ce n'est pas parfait, tu commences à habiter une vie qui n'a plus besoin de permission pour se sentir suffisante. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.